Bonjour à tous, merci d'être venus ce matin pour la conférence webinaire sur ce que recherchent les fonds d'investissement. Je vais tout d'abord me présenter en quelques instants et puis ensuite je vais vous présenter les différents types de financement et donc ce que recherche chaque type d'investisseur. Je vais partager mon écran. Donc, nous sommes conseillers en fusion acquisition et financement d'entreprises depuis 20 ans. Je suis associé gérant d'entreprise des décisions. J'ai créé plusieurs entreprises, dont un éditeur de logiciel Magidan en 1998 pour aider les dentistes à s'informatiser. À l'époque, télétransmission, carte César Vitale, carte professionnelle de santé, paiement, mais également gestion du cabinet dentaire et des soins des praticiens. Et puis depuis, j'ai créé d'autres sociétés, dont ma société aujourd'hui, Entreprise et Décisions. Nous conseillons donc les entreprises dans leur financement et parfois dans un financement qui permet de faire du cash out. C'est ce qu'on appelle un LBO, un OBO, un Earn Buyout. Donc, c'est une vente de l'entreprise à soi-même, mais on va aussi financer les entreprises en croissance et en développement. On n'intervient pas chez Entreprise et Décisions sur l'amorçage et donc sur le capital risque. Ce n'est pas notre spécialité. Je vais quand même en parler parce que c'est important de bien faire cette distinction entre les investisseurs en capital risque, en capital développement et en capital LBO. Donc, cette FRISC est un résumé des différents types, des différentes phases de développement de la société et donc des différents investisseurs qui vont s'intéresser aux différentes phases de développement de la société. Donc, au début, on crée une société et on ne fait pas de chiffre d'affaires. On va avoir une idée, on va faire de la recherche et développement, on va faire donc des tests et puis on va tâtonner. Donc, ça peut durer des mois, des années. Pendant cette phase, on va pouvoir lever des fonds, mais ces fonds, ils vont être assez faibles. On va avoir accès aux friends and family, donc les amis, les connaissances qui vont investir des petits montants. Ça peut être jusqu'à 100 000 euros, 200 000 euros dans certains cas. Et puis, on va avoir accès à des prêts d'honneur. Donc, on va prêter de l'argent parce qu'on va vous faire confiance sur des petits montants, 40 000 euros par exemple. On va avoir accès à des petites aides, des subventions, en France en tout cas, BPI France et beaucoup d'associations et des régions, des départements, des centres de technologie vont prêter de l'argent, voire investir ou faire des avances remboursables. L'objectif, ce n'est pas de récupérer nécessairement l'argent parce qu'on sait qu'il n'est pas certain que ça fonctionne, le projet, mais on va avoir accès à des montants qui peuvent atteindre au total, au cumulé, plusieurs centaines de milliers d'euros, parfois en plusieurs financements, plusieurs levées de fonds. Étant donné que le projet n'est pas concret, n'est pas sérieux, n'est pas certain, eh bien, on ne va pas avoir des montants très importants. Et puis, surtout, quand on investit à ce stade de développement, le taux d'échec étant supérieur à 99%, eh bien, les investisseurs préfèrent, même s'ils sont riches, ils ont des millions d'euros, ils préfèrent investir dans des dizaines ou des centaines de projets pour être sûr de récupérer un projet qui va être démultiplié, mais ils ne veulent pas prendre des risques trop importants. Quand on dépasse la phase d'amorçage, on commence à faire un peu de chiffre d'affaires. On va peut-être faire 3 000 euros, 30 000 euros, 300 000 euros, même 3 millions de chiffre d'affaires. Parfois, on va commencer à faire du chiffre d'affaires. Mais ce chiffre d'affaires, il ne va pas suffire à payer les charges. Ou peut-être, s'il suffit à payer les charges, il ne va peut-être pas suffire à payer le cash flow. Alors, quelle différence entre le cash flow et les charges? Parfois, on a une société qui est rentable, donc on peut faire 300 000 euros de chiffre d'affaires. On a investi 500 000 euros de recherche et développement qu'on a pu immobiliser. Donc, on va mettre au bilan les 500 000 euros. Et donc, on va l'étaler, on va l'amortir sur 5 ans, ou on va même l'immobiliser totalement, on ne va pas l'amortir. Donc, ce qui fait que, comme on immobilise cette charge, ça devient une immobilisation, donc ça ne passe pas en charge. Donc, on est rentable, mais on a des dépenses de croissance, on a des investissements, on doit recruter des personnes, on doit faire un certain nombre d'investissements qui fait que on investit sur le futur et au final, au bilan, on a une activité qui est rentable. On peut faire 300 000 euros de chiffre d'affaires et 50 000 euros de rentabilité, mais on a un cash flow négatif. Donc, on burn, on grille plus de trésorerie chaque mois, chaque année que ce que nous rapporte la marge et le chiffre d'affaires. Et donc, on a une activité qui est peut-être rentable ou même déficitaire, mais qui, dans tous les cas, détruit du cash. Donc, on est en phase de capital risque
parce qu'on est en phase de croissance, parce qu'on est peut-être rentable ou déficitaire, mais on est de façon certaine en cash, burn cash positif et donc en cash flow négatif. Donc, c'est la phase qu'on appelle capital risque. C'est peut-être une société très prometteuse, mais elle ne va pas rentrer dans la phase capital développement et des cash flows positifs. Donc, c'est le capital risque. L'inconvénient du capital risque, c'est que les investisseurs estiment qu'il existe encore un risque important. Donc, ils vont pouvoir investir parfois 1, 2, 3 millions d'euros. Donc, en série A, on va avoir 1, 2 millions d'euros, en série B, 5, 10 millions d'euros et série C, des dizaines de millions d'euros. Mais ce sont des investisseurs spécifiques qui investissent dans du capital risque. Ils savent que un certain nombre de technologies, d'innovations ne vont pas permettre d'avoir une pérennité, une stabilité, une rentabilité, un cash flow positif à terme. Et ce sont des investisseurs qui aiment prendre ce type de risque. C'est un risque mesuré. Donc, ils investissent dans des sociétés qui ont quand même fait des preuves, en général, qui ont déjà du chiffre d'affaires. Et ils vont investir certaines catégories. Donc, certains vont investir des séries A, c'est-à-dire la première étape de ce financement, d'autres des séries B, d'autres des séries C. Et ils savent que le développement est intéressant, peut-être même qu'on a déjà du chiffre d'affaires et qu'il y a un risque. En général, ils vont estimer que c'est une société sur 10 qui va vraiment réaliser son business plan, 9 sur 10 qui vont vivoter ou même devenir rentables ou même faire une très forte croissance, mais qui ne vont pas faire x10 ou x50. Donc, il y a 1 sur 10 qui va faire entre x10 et x100 en termes de valeur et de valorisation, mais 90% qui vont pas atteindre cet objectif. Alors, évidemment, phase série A, beaucoup plus de risques, série B, un peu moins de risques, et série C, en général, ce sont des pépites qui ont beaucoup de chances de devenir des licornes. La troisième phase de développement, c'est le capital de développement. Donc, c'est la société qui a atteint un certain niveau de rythme de croisière, une certaine taille de chiffre d'affaires, de plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, de plusieurs millions de marge brute, et surtout, une rentabilité qui se transforme par un cash flow positif. C'est-à-dire que non seulement la société est rentable, et donc son chiffre d'affaires dépasse ses charges, mais en plus, les investissements de la société sont autofinancés par la rentabilité. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'une société de cette taille a besoin de financement si elle a un cash flow positif? C'est-à-dire que son activité, son exploitation finance tous les investissements de croissance. Et en capital développement, ce sont des sociétés qui font entre 5 et 30% de croissance annuelle. Donc, parfois, ce sont des sociétés qui font une forte croissance. 10, 20, 30% de croissance annuelle, c'est une forte croissance. Ça veut dire que la société double son chiffre d'affaires tous les 2 à 3 ans ou tous les 3-4 ans. Eh bien, c'est parce que cette société de croissance a quand même besoin d'argent pour financer des investissements supplémentaires, pour acheter des entreprises ou pour faire un peu de cash out ou pour payer certains salariés ou certains anciens actionnaires. Et c'est le financement qui est le plus développé aujourd'hui. Il y a beaucoup plus d'argent en capital développement qu'en capital risque, parce que comme les sociétés sont plus matures, elles dégagent plus de rentabilité et donc les valorisations sont beaucoup plus élevées. Quand une société en capital risque ne fait pas beaucoup de rentabilité, donc même si certaines valent des dizaines ou des centaines de millions d'euros, eh bien en capital développement, il y a beaucoup plus de sociétés qui ont une valeur de ce niveau. Donc c'est un marché qui est très développé, alors, qui fait beaucoup moins parler de lui sur les réseaux, dans les médias, mais qui bénéficie de centaines de milliards d'investissements. Par exemple, 20% des entreprises françaises, européennes, israéliennes sont sous LBO, sous investisseurs en capital. Tout secteur d'activité confondu, que ce soit du négoce, du service, de la tech, de la biotech, de l'agroalimentaire ou le pharmaceutique. Donc, ce capital développement… Patrice, oui. Excuse-moi de t'interrompre parce qu'entre-temps, moi, j'ai reçu… Tu parles, moi, j'échange avec les pères parce que comme ils ont un problème de micro. Donc, il y a 2 petites questions. Est-ce qu'on a le temps de prendre des questions Bien sûr. ou tu préfères qu'on avance? On peut prendre des questions avec plaisir.
Ok, alors, il y a Daniel Avabou qui est expert comptable, donc comme je t'ai spécifié, et qui demande est-ce que les fonds d'investissement ont modifié leur politique d'allocation de fonds au vu de la forte inflation actuelle? Alors, avant de parler de l'inflation, je voulais juste parler du capital risque et du capital amorçage dont on vient de parler. Et oui, les fonds d'investissement ont modifié violemment leur politique d'investissement ces derniers mois, depuis un an, enfin moins d'un an, mais quasiment un an. Donc, les valeurs des entreprises en amorçage ou en capital risque, les valeurs tech, les valeurs des sociétés innovantes ont connu une baisse de 50% en moyenne, toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire pour les sociétés dont la valorisation n'est pas facile à démontrer, le business model n'est pas encore certain, la rentabilité et les cash flows pas encore excellents, eh bien, pour toutes ces sociétés, eh bien, les décotes de taille, les décotes de risque, d'illiquidité et de phase d'avancement sont très importants. Plus la décote est importante, plus la valeur est faible et plus le taux de risque est élevé et donc plus le taux d'actualisation de la valeur est faible. Alors, par rapport à l'inflation, c'est assez corrélé. Donc, c'est un peu corrélé cette baisse avec l'inflation. Mais l'inflation agit de façon désharmonieuse avec la façon dont agissent les fonds et la valorisation des fonds. C'est-à-dire que certains acteurs apprécient beaucoup l'inflation parce qu'ils savent que s'ils investissent dans une entreprise qui fait du chiffre d'affaires, cette société, si elle est normalement constituée, va pouvoir augmenter ses tarifs grâce à l'inflation. Et là, l'inflation est un excellent catalyseur de chiffre d'affaires, étant donné que si on dit qu'il y a une inflation de 6%, on va augmenter les tarifs de 6%. J'ai un client, il envoie des courriers pour les copropriétaires en France. Et donc, il travaille pour les syndics et il envoie des courriers. Donc, le papier a augmenté de plus de 10%, la valeur du papier a augmenté de plus de 10%. Et donc, il est parti voir ses clients syndics et les copropriétaires pour dire « Je suis désolé, l'énergie que je dois utiliser pour imprimer et mettre sous pli et envoyer vos courriers et le papier ont augmenté de 10 à 50%. Donc, je dois augmenter mes tarifs de 10%. » Donc, au début, les clients n'étaient pas contents, mais au final, la majorité ont accepté. Le papier ne représente que 10%, moins de 10% du budget final du client, et l'énergie ne représente que 4% du budget final du client après les augmentations de prix. Ce qui fait que pour une augmentation de matières premières et d'énergie très faible, parce que au final, l'augmentation complète est d'environ 2%, et bien pour 2% d'augmentation, il a réussi à augmenter tous ses tarifs de 10%. Et donc, les fonds d'investissement apprécient beaucoup cette inflation qui permet à certaines sociétés de booster leur chiffre d'affaires et leur rentabilité. C'est par ailleurs un moyen très certain dans certains secteurs d'activité dans lesquels les augmentations de prix sont sécurisées, de sécuriser l'augmentation de son capital, de son patrimoine, de son chiffre d'affaires à l'avenir. Parce qu'il y a des secteurs, comme par exemple, si on prend l'exemple de certains secteurs de l'immobilier dans lesquels l'État a les moyens de bloquer la hausse des prix, eh bien, il y a d'autres secteurs sur lesquels l'État a moins d'actions. Donc, certains fonds d'investissement ont peur de l'inflation, ou dans certains secteurs d'activité, on a très peur de l'inflation. Ça a pu faire baisser certaines valorisations. Dans d'autres, au contraire, ça augmente les valeurs parce que l'investisseur se dit que l'inflation va peut-être faire augmenter les prix de 5% par an pendant les 5 ans d'investissement. Un fonds d'investissement investit souvent pour une période de 4 à 5 ans. Donc 5 ans. 5 ans fois 5%, ça fait plus de 25% de croissance de chiffre d'affaires. Donc, il va se dire que si j'achète une société 10 millions aujourd'hui et qu'elle fait 10 millions de chiffre d'affaires, demain, elle fera 12,5 millions de chiffre d'affaires. Donc, peut-être que simplement, sans augmenter le volume, eh bien, elle va augmenter de 25% son chiffre d'affaires. Donc, aujourd'hui, je peux augmenter la valeur. Donc, bien sûr qu'il y a plein d'arguments contraires qui font que beaucoup d'investisseurs
et de fonds d'investissement font baisser la valeur des entreprises à cause de l'inflation, mais il y en a aussi beaucoup qui ne font pas baisser la valeur ou au contraire augmentent la valeur et augmentent leur intérêt pour les sociétés. Alors, il y a aussi, donc, puisqu'on est encore donc, dans ce tableau, si tu veux, au niveau donc, de la levée de fonds et le financement, etc., donc il y a HR qui demande, parce qu'en fait, je le connais aussi donc, depuis un petit temps, il est entrepreneur aussi, il a déjà monté pas mal de projets et il a un nouveau projet en fait qui concerne donc les robots livreurs de pizza. Et, bref, il a besoin de financer le projet. Donc, lui se trouve, si tu veux, à quel niveau? À la phase d'amorçage, à la phase de risque. Je pense pas qu'il soit vraiment dans la phase d'amorçage parce qu'il a déjà, si tu veux, du kilométrage. Le projet, si tu veux, il a déjà bien avancé. Donc, lui, il se trouverait dans quel stade? La question, c'est le chiffre d'affaires. Donc, s'il y a un chiffre d'affaires qui est de l'épaisseur du trait, on est toujours en phase d'amorçage. Donc, si le chiffre d'affaires, c'est simplement d'époque, c'est-à-dire des prestations exceptionnelles et que ce n'est pas récurrent, on est dans le phase d'amorçage. S'il commence à avoir une activité récurrente, un chiffre d'affaires récurrent, 100 000 euros par mois ou même 50 000 euros par mois, on est probablement en phase de risque. Donc, après, mettre dans la case amorçage ou risque, ce n'est pas nécessairement ce qui est le plus important. La question, c'est comment financer un tel projet. Plus on fait du chiffre d'affaires, plus ça sera facile de financer le projet. Moins on a de chiffre d'affaires, moins ça sera facile. Alors évidemment, ce que je note, c'est que il y a déjà il y a 500 000 euros, entre 300 000 euros pour les robots et 200 000 euros pour le truck, véhicule mobile très haut de gamme et tout terrain. Donc ça fait 500 000 euros. 500 000 euros pour une phase d'amorçage, c'est beaucoup d'argent. Alors, bien sûr, certains vont dire oui, mais je connais telle société qui a levé 10 millions d'euros alors qu'ils avaient zéro technologie et zéro chiffre d'affaires, alors que moi, ça marche et j'ai une technologie et j'ai du chiffre d'affaires. C'est vrai, mais ça reste beaucoup d'argent et c'est une phase qui est très complexe à financer. C'est d'ailleurs une phase qui est tellement complexe à financer que ça fait 18 ans que j'ai arrêté de financer la phase d'amorçage et une partie du capital risque. Et donc, pour que j'intervienne sur du capital risque, par exemple, si on prend l'exemple du cabinet entreprise et décision, on va on va intervenir que pour des sociétés qui font déjà 1 ou plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est très compliqué d'accéder à du financement quand on n'a pas encore démontré du chiffre d'affaires. Vous allez me répondre, bah oui, mais pour faire du chiffre d'affaires, j'ai besoin d'avoir les 500 000 euros. Je suis d'accord, c'est un cercle vicieux et c'est très compliqué de financer cette phase. C'est pour ça que j'ai dit, on va faire appel à du friends and family. Donc, ce sont des amis, de la famille qui vont nous apprécier. Ensuite, il va y avoir des business angels qui vont investir peut-être ces 500 000 euros. Il va y avoir également des sites Internet de crowdfunding. Donc, le crowdfunding, ce sont des sites Internet qui sont nombreux, qui vont faire appel à la population. Donc, le crowd, c'est la population, la masse. Et donc, on va diffuser un teaser. Donc, on va montrer à quel point ces robots sont fonctionnels et utiles aux inscrits. Et donc, ils vont investir 1 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros. Et donc, beaucoup de sociétés arrivent à lever 500 000 euros, 1 million d'euros par ce système. Donc là, on est sorti un petit peu de la thématique de ce matin qui est comment est-ce qu'on finance ce que recherchent les fonds d'investissement, parce que ici, on n'est pas dans un fonds d'investissement, on est dans du crowdfunding. Donc, ce sont les particuliers qui vont investir. Une boulangerie qui va aller chercher de l'argent auprès de ses clients. Peut-être chacun va mettre 200 euros. 200 euros fois 1000, eh bien, ça fait 200 000 euros pour acheter le nouveau four à pain. Et donc, il y a des sites Internet qui fonctionnent comme ça. Beaucoup financent aussi de l'immobilier, mais on peut aussi beaucoup financer des nouvelles technologies. Donc, il y a cette phase de développement sur laquelle il y a le plus gros budget des fonds d'investissement. Ce sont des milliards. Chaque mois, un nouveau fonds d'investissement se crée avec des centaines de millions d'euros en France, en Israël et en Europe. Et donc, c'est là qu'il y a le plus d'argent. Et ce que recherchent les fonds d'investissement qui investissent dans cette phase, c'est
de la rentabilité, de la pérennité, de la sérénité et surtout de la croissance. Donc, ils veulent le beurre et l'argent du beurre, ils veulent à la fois la sérénité et la croissance. Alors que dans la phase d'amorçage, les investisseurs, ils veulent avant tout rêver, il faut les faire rêver à un futur dans lequel toutes les pizzerias fonctionneraient avec des robots capables de produire et de livrer 250 pizzas. Donc là, on est dans le rêve parce qu'il n'y a rien de concret. Dans la phase de capital risque, on est dans le rêve, bien sûr, mais on est aussi dans la projection. Le problème de la phase d'amorçage, c'est que si on fait 0 chiffre d'affaires, bah, même si on dit on va faire x100 en chiffre d'affaires, bah 0 x 100, ça fait toujours 0. Dans la phase de capital risque, si on a déjà fait 100 000 euros de chiffre d'affaires et qu'ensuite on dit qu'on va faire x 100, bah là, on arrive déjà à 10 millions d'euros. Donc, il y a moyen de dire, bah, écoutez, il nous suffit de faire 100% de croissance par an pendant 10 ans et on arrivera à 10 millions de chiffre d'affaires. Dans la phase de développement, c'est magique parce que non seulement on a déjà l'expérience, on a l'existant, on a la rentabilité, la pérennité et en plus, on a la croissance. Et enfin, il y a la maturité. La phase de maturité, c'est la phase durant laquelle l'entreprise a perdu de sa vigueur, de sa croissance. C'est une vache à lait. C'est donc une rentabilité très forte, mais une croissance très faible. Donc, on a un taux de croissance qui va être entre 0 et 10%, peut-être même une décroissance dans certains cas, mais ce n'est pas parce qu'il y a décroissance que ça ne vaut pas beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de secteurs qui sont en décroissance, mais dans lesquels la rentabilité et la pérennité font que ça vaut beaucoup d'argent parce qu'on sait que c'est stable, que c'est solide. Si on prend l'exemple dans l'informatique de l'AS400, c'est un logiciel qui n'est plus vendu par IBM depuis 40 ans, mais ce sont les plus grandes sociétés mondiales du S&P 500, du Eurostock 50, qui utilisent ces gros systèmes pour gérer les entreprises. Et donc, il y a beaucoup de sociétés de maintenance, de développement, de tierce maintenance applicative sur l'AS400 qui existent encore depuis 40 ans. Chaque année, elles perdent 5% de chiffre d'affaires, mais c'est très rentable parce qu'elles imposent leurs tarifs, les entreprises sont obligées de les prendre et donc ce sont des sociétés qui valent encore beaucoup d'argent. Donc la phase de maturité, c'est la phase durant laquelle on ne va pas vendre du futur, on ne va pas dire qu'on va doubler le chiffre d'affaires, on va juste dire qu'on est rentable, pérenne, récurrent. C'est ce que recherchent les fonds d'investissement de cette étape. Et donc, il y a encore énormément d'argent sur cette phase. Nous a répondu Asher. Alors, le chiffre d'affaires est en phase d'amorçage avec un démarrage très rapide en rentabilité immédiate. J'ai de l'expérience dans le système classique de pizzeria avec tous les investissements et le coût journalier que ça entraîne. Dans mon projet, ce n'est pas du rêve, ça fonctionne déjà dans certains pays et le besoin en Israël de produits gourmets de qualité, de sécurité sanitaire labellisés. Si c'est tellement… Enfin, voilà, donc c'est exactement ce que je viens de dire. Donc, on va soit faire appel à du Friends and Family, peut-être même à vous-même, parce que vous avez déjà de l'expérience. Donc, peut-être, HR, vous avez de l'expérience, donc vous avez peut-être de l'argent. Le meilleur argent, le moins cher, le plus simple à trouver, c'est le sien, c'est son propre argent. Et le crowdfunding, Patrice. Oui, je vais y revenir, mais c'est important. Le plus simple, c'est souvent son propre argent. Beaucoup d'entrepreneurs vont perdre leur société. Peut-être même qu'ils vont se la faire voler par des investisseurs crapuleux, mais ils vont tout simplement souvent perdre trop de temps, trop d'énergie à vouloir faire financer l'opération par quelqu'un d'autre. Or, ils ont parfois un peu d'argent, ils ont parfois même un appartement, une maison, une capacité d'emprunt. Eh bien, si c'est quelque chose qui est tellement simple, le plus simple, c'est parfois de l'autofinancer ou de l'autofinancer en partie. Et peut-être aussi, si c'est quelque chose de tellement traditionnel, on peut aussi aller voir le banquier en disant, voilà, c'est quelque chose de tout à fait traditionnel, je veux financer une pizzeria, sauf qu'au lieu de financer 200 000 euros de travaux et 200 000 euros de salariés, je vais investir dans 300 000 euros de robots et 200 000 euros pour le véhicule.
Donc ensuite, il y a ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a le friends and family, donc les amis, la famille ou des chefs d'entreprise qu'on connaît, des business angels, et le crowdfunding qui peuvent faire ce financement ou compléter ce financement. C'est parfois pas un seul type de financement, 500 000 euros, ça peut être 100 000 euros d'argent personnel, 100 000 euros de la famille, 100 000 euros d'un business angel et 100 000 euros d'un crowdfunding ou 100 000 euros de la banque. Ce qui est intéressant dans un crowdfunding, c'est quand on a déjà une partie du financement, on met qu'on a besoin de 500 000 euros, sauf que ensuite, pendant les 8 jours ou les 3 semaines de financement, eh bien, régulièrement, on abonde une partie des financements. Et comme vous avez déjà sécurisé 300 000 euros, 100 000 euros par la banque, 100 000 euros par le Friends and Family et 100 000 euros par un business angel, eh bien, chaque jour, vous faites un peu de teasing, de marketing en disant, voilà, j'ai des nouveaux investisseurs qui viennent sur la plateforme, ce qui fait que ça fait un effet boule de neige, un effet d'entraînement. Et les gens qui voient que progressivement, jour après jour, il y a 100 000 euros de plus, eh bien, ils ont envie de venir. Parce que si vous dites simplement, j'ai besoin de 100 000 euros et que ça ne bouge pas, eh bien, ça ne donne pas aux gens envie de venir. Alors que si vous demandez 500 000 euros, mais que vous montrez que vous avez déjà 300 000 euros et que ça ne vient pas dès le début, mais ça vient progressivement jour après jour, vous rajoutez, il y a un de vos amis ou un investisseur qui complète le tour de table, eh bien, ça fait un effet boule de neige. Les gens se disent, ah, c'est the place to be, c'est vraiment le meilleur investissement du moment. Et donc, les gens vont vouloir investir. Mais malheureusement, ce n'est pas une science exacte. C'est toujours très compliqué de financer un projet qui ne fait pas encore d'argent et qui n'est pas quelque chose de très classique, parce que même si ça fonctionne très bien à l'étranger, peut-être que ça ne fonctionne pas encore très bien sur place. Donc, soit ça rentre dans les cases et on arrive à démontrer que ça fonctionne, que c'est fini. C'est peut-être le banquier peut financer une grosse partie d'investissement. De toute façon, le banquier va vous financer le véhicule en général. Ce sont des actifs matériels et les actifs matériels sont généralement finançables majoritairement par les banques. Donc, vous pouvez probablement aller voir une banque en lui demandant de financer tout ou partie du véhicule, quitte à peut-être lui mentir en lui disant, en ne précisant pas à quel point c'est innovant. Vous pouvez dire, voilà, je veux faire une pizzeria et donc vous demandez de financer le véhicule. Également, peut-être que les robots, peut-être que les banques, vos banques ou des banques que vous pourriez solliciter, aiment financer ce type de robots parce que ce sont des actifs matériels. Si vous allez voir une banque pour financer des ordinateurs, du mobilier, elle va dire OK. Donc, peut-être que vous pouvez aussi demander de financer ces robots et souvent les banques sont d'accord pour financer 50, 80%, voire même 100% de ce type de matériel, parfois même en leasing. L'avantage du leasing, c'est que comme vous n'êtes pas propriétaire, si finalement vous échouez, eh bien, peut-être que le propriétaire du leasing pourrait trouver un nouveau locataire. Est-ce que déjà, cher, ça vous paraît clair? Et est-ce qu'il y avait d'autres questions, peut-être par texte ou par oral? Non, je n'ai pas encore reçu. Mais donc, d'après ce que je comprends de toi, alors Patrice, donc la phase qui est en fait la plus active, je dirais, ou pas la plus, comment dire, la plus importante, c'est la phase du développement. Alors, c'est la phase auquel les fonds s'intéressent le plus, c'est ça? Ah, oui, c'est la phase auquel les fonds s'intéressent le plus parce que c'est la phase la plus facile pour les fonds. Les fonds, ce qu'ils veulent, c'est dormir tranquille. Ils veulent la sérénité, la tranquillité. Donc, c'est la phase durant laquelle l'investissement est rentable, pérenne, récurrent. Le chiffre d'affaires augmente régulièrement d'année en année. Il augmente ses parts de marché, il augmente ses tarifs, il augmente le nombre de ses clients, il passe à des nouvelles régions, des nouveaux pays. Et donc, tous les voyants sont au vert et donc le fonds, il va investir les yeux fermés parce qu'il sait qu'il va récupérer son investissement et peut-être même beaucoup plus. Et qui plus est, comme la société est rentable et pérenne, il va pouvoir faire un LBO, c'est-à-dire qu'il va mettre de la dette, souvent, alors pas toujours, mais souvent, et il va mettre de la dette, ce qui fait que même si la société ne gagne pas d'argent, n'augmente pas son chiffre d'affaires, eh bien, elle va déjà gagner simplement par le remboursement de la dette. Juste pour finir sur le LBO, avant de revenir sur HR, eh bien, si vous achetez une société qui fait 10 millions de chiffre d'affaires et qui fait 1 million de rentabilité par an,
et qui va avoir une capacité de rembourser une annuité de 500 000 euros. On va pouvoir emprunter 4 millions d'euros. Donc, on emprunte 4 millions d'euros sur 7 ans. Au bout des 7 ans, on a déjà remboursé 4 millions d'euros. L'investisseur en capital, il a mis 6 millions. Donc, si la société n'a pas augmenté sa valeur au bout de 7 ans, eh bien, lui, il investit 6, mais comme il a remboursé sa dette, eh bien, ça vaut 10. Donc, il a déjà fait 67% de croissance de rendement, même sans faire 1 centime d'augmentation de chiffre d'affaires et de rentabilité. Si en plus de ça, la société a fait seulement 5% de croissance annuelle, eh bien, le chiffre d'affaires est passé de 10 à 14 en 7 ans. La valeur est passée de 10 à 16, parce qu'une société qui vaut 14, qui fait 14 millions de chiffre d'affaires a un multiple plus élevé que 10, donc ça vaut 16. Donc, on avait investi 6 millions d'euros de capital, plus 4 millions de dettes. Donc, on a remboursé la dette. On a une valeur qui est à 16, plus une trésorerie excédentaire qui est à 2, donc on est à 18. Donc, en fait, on a fait x3, on a fait plus de 100%. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet de levier bancaire, l'effet de levier managérial et l'effet de levier financier généré par le LBO. Il y a 4 effets de levier. Il y a aussi l'effet de levier juridique. Et donc, ces 4 effets de levier permettent de démultiplier la croissance de la société. Donc, avec seulement 5% de croissance annuelle, ça fait 30% de croissance de chiffre d'affaires et de la rentabilité, mais ça génère 200% de rentabilité, de rendement pour l'investisseur en capital. On a acheté une société 10 millions d'euros, 6 millions de capital et 4 millions de dettes. On a remboursé la dette au bout de 7 ans. On a en plus 2 millions d'euros de trésorerie excédentaire et on a un chiffre d'affaires qui est passé de 10 à 14, une valeur d'entreprise qui est à 16, et si on rajoute la trésorerie, on est à 18. Et donc, on a investi 6 millions d'euros, on a récupéré 18, et donc on a fait plus de 100%. C'est vraiment le meilleur type d'investissement pour un fonds d'investissement. C'est pour ça que les fonds d'investissement rachètent énormément de sociétés. Aujourd'hui, en France, la moitié des sociétés sont achetées par des fonds d'investissement selon l'indice Argos, Winew et Epsilon Research. La moitié des sociétés sont achetées par des fonds d'investissement. Au final, les statistiques disent que les fonds d'investissement ne possèdent que 20% de l'économie française, mais au quotidien, chaque mois, ils en achètent environ 50%. Donc, HR, j'ai commis une erreur, c'est 100 pizzas à l'heure que les robots produisent. Ok, merci pour les infos. Évidemment, HR, comme tout le monde, vous pourrez me rappeler après cet événement pour qu'on puisse approfondir sur chacune des questions. Donc, c'est ce qu'on appelle le LBO. Et le LBO, ça fonctionne très bien. C'est un peu de dette, un peu de capital et beaucoup de rendement. C'est ce que préfèrent les fonds d'investissement. Il y a beaucoup aussi d'investisseurs qui investissent en phase d'amorçage et de risque. On en parle beaucoup, mais ils perdent beaucoup d'argent. Et souvent, les fonds d'investissement sont très, très déficitaires. Si vous regardez au final les fonds d'investissement qui investissent en phase d'amorçage ou même de capital risque, la grande majorité de ces fonds perdent beaucoup d'argent. Voici quelques exemples d'investisseurs et d'investissements. C'est-à-dire qu'on peut financer par du capital, par des fonds d'investissement, mais également par d'autres types de financement. Et c'est souvent la complémentarité de ces différents financements qui vont permettre de financer le tour de table au final. On a bien évidemment ce dont on a parlé, le financement en capital, qui inclut les fonds d'investissement. En France, les fonds d'investissement est réglementé par l'autorité des marchés financiers, l'AMF. Et donc, ça doit respecter beaucoup de contraintes juridiques, parmi lesquelles qu'on ferme le fonds d'investissement au bout de 10 ans. Et 10 ans, c'est très court. Ça veut dire qu'on a seulement une période d'investissement de 3 ans. Donc, on doit investir, déployer le capital, investir dans des sociétés durant les 3 premières années, les années 1, 2, 3. Ensuite, les années 4, 5, 6, on aide les entreprises à se développer, à devenir rentables. Et ensuite, les années 7, 8, 9, 10, on va essayer de les revendre. Et donc, ce qui fait que au final, la période de désinvestissement a lieu 4-5 ans après la période d'investissement. Et donc, c'est très court et c'est la contrainte du fonds d'investissement. Il y en a d'autres. Mais les investisseurs en capital, ce ne sont pas que des fonds d'investissement, c'est aussi des sociétés d'investissement, des holdings familiales, des family office,
des business angels, des investisseurs particuliers qui ne sont pas des fonds d'investissement, qui n'ont pas ces contraintes, mais ils sont beaucoup moins nombreux. On va dire beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de dirigeants, de créateurs d'entreprise rêvent, je suis désolé de réutiliser ce terme qui n'a pas plu tout à l'heure, hôpital YOLO, mais on rêve tous du family office, de la société d'investissement. On a tous en tête un exemple d'un ami qui connaît quelqu'un ou d'un article de presse ou de chefs d'entreprise qui ont fait des financements. Mais quand on voit le total annuel, eh bien, il y a beaucoup moins d'investissements faits par des investisseurs déstructurés parce qu'ils ne sont pas structurés en fonds d'investissement, que les fonds d'investissement. Les fonds d'investissement, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des milliards qui sont levés par les fonds d'investissement chaque mois, voire même chaque semaine. C'est-à-dire que chaque mois, chaque semaine, il y a 4 nouveaux fonds d'investissement qui doivent investir dans les PME 500 millions d'euros. Et même tous les 2-3 mois, un nouveau fonds qui se crée pour investir 5 milliards d'euros dans les ETI. Chaque mois, c'est ce qui se passe. Alors que les family office, c'est souvent les mêmes business angels, c'est souvent les mêmes family office qui tournent, dont on parle, mais eux, ils n'investissent pas des milliards chaque mois. Ils vont investir 1 milliard à la fin de l'année ou à la fin de la décennie, mais ce n'est pas tous les mois. Et là, il y a beaucoup d'argent des fonds d'investissement. Donc, bon, on peut bien sûr parler des family office, des business angels, mais les fonds d'investissement, ils sont structurés et généralement, il faut rentrer dans leur case. Donc, il faut connaître leur case, il faut connaître leur grille de lecture et évidemment, on peut se renseigner sur eux avant de leur présenter le projet parce que pour leur faire plaisir, pour obtenir un accord du fonds ou du family office, il faut rentrer dans les cases et donc il faut connaître leur grille de lecture, il faut connaître leur cahier des charges, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour correspondre à leur investissement. Et donc certains vont avoir comme critère, il faut faire au moins 50% de croissance annuelle. D'autres vont dire, il faut au moins 100 000 euros de chiffre d'affaires récurrent par mois. D'autres vont dire, il faut avoir un potentiel de marché international de 1 milliard minimum. D'autres vont dire, il faut avoir passé l'étape 2 du développement de la recherche pharmaceutique sur la nouvelle biotech. D'autres vont dire, il faut être en situation de monopole ou d'oligopole. D'autres vont dire, il faut déjà avoir 10 salariés. D'autres vont dire, il faut avoir au moins 5 ingénieurs. Il faut connaître leur grille de lecture, il faut connaître leur cahier des charges. Le cahier des charges, c'est parfois 5, 10, 20, 50 critères. Et ensuite, peut-être adapter le business plan en fonction de leurs demandes. Donc, quand on a une activité, une entreprise, il faut parfois faire plusieurs business plans, plusieurs dossiers de financement pour plaire aux différents interlocuteurs. Si on sait qu'un business angel a ses contraintes, ses recherches, ses attentes, eh bien, peut-être qu'il faut écrire ce qu'il recherche, ce qu'il attend dans le dossier. Peut-être même se renseigner sur lui, l'appeler de façon anonyme, le contacter sans lui dire qu'on a une société à financer, aller sur leur site internet, leur LinkedIn, regarder leurs différents types d'investissements, regarder même leur communiqué de presse. En général, sur les communiqués de presse, ils disent les forces de l'entreprise et souvent les forces de l'entreprise, ce sont les critères d'investissement. Si on va voir un fonds d'amorçage, je suis désolé de répéter le terme, il faut faire rêver l'investisseur en général. Si, comme on dit, on n'a pas besoin de le faire rêver parce que c'est une activité déjà existante, établie, on va donner des comparables en disant, voilà, il y a en Italie, en Espagne, en Allemagne, au Zimbabwe et en Thaïlande. Et en France aussi, je l'ai vu en France. Tant de pizzaiolo, de camions qui utilisent déjà ces robots-là, avec cette marque-là, avec cette technologie, qui font déjà 800 000 euros de chiffre d'affaires annuel, qui font déjà 200 000 euros de rentabilité, qui ont déjà 1000 clients chaque mois et satisfaits, etc. Donc, il faut amener des chiffres, amener un grand nombre d'exemples, 3, 5, 10, 50, 100. Plus on aura d'exemples, mieux ça sera. Également, parler des échecs, parce qu'on vous demandera, OK, oui, vous m'avez donné 100 exemples de pizzaiolo qui ont réussi. Combien y en a-t-il qui ont échoué? Combien y en a-t-il qui sont rentables? Quelle est la rentabilité moyenne? Il faut déjà prévoir toutes ces questions. Si on veut avoir un banquier, il ne faut pas du tout le faire rêver. C'est exactement l'inverse. Il faut au contraire le rassurer. Il ne faut pas du tout lui dire qu'on va faire des millions d'euros de chiffre d'affaires si on n'en est pas sûr à 100%. Ce que veut le banquier, c'est être sûr à 100% de récupérer
100% du prêt à l'échéance. Les banquiers n'ont que 1% d'impayés à échéance. À échéance, c'est-à-dire que si on devait rembourser 1 million par an, eh bien, il faut rembourser 1 million par an et pas 800 000 euros et on remboursera les 200 000 euros plus tard. Donc, le banquier, il faut le rassurer en lui disant que c'est sûr et certain que ça fonctionnera parce qu'il n'a pas le droit à 1% d'erreur. Après, vous avez d'autres types de financement. Ici, j'en ai listé. Obligations convertibles, dette mezzanine, dette privée. Ce sont souvent des fonds d'investissement qui prêtent cet argent avec une espérance de rentabilité beaucoup plus faible, 5, 10, 20%. À facturage, leasing. Si on achète des robots, si on achète du matériel, un camion, un immeuble, on peut aller chercher du leasing. Et ça évite de passer par la phase business plan, parce que souvent, un leasing, on n'a pas besoin de donner d'explications. Peut-être même qu'on peut aller faire du crédit à la consommation. Donc, on peut aller chercher du crédit consommation 10, 20, 50 000 euros, 100 000 euros parfois. À facturage, donc ça, il faut faire du chiffre d'affaires pour affacturer les factures. Et donc, c'est une facture qui va être payée dans 6 mois. Eh bien, on va demander à la société d'affacturage de nous la payer tout de suite. Ensuite, c'est la société d'affacturage qui va aller récupérer auprès du client dans 6 mois l'argent. Prêt participatif de relance, chez BPI France, il y a énormément d'argent avec un taux d'intérêt de 4%. Contrat participatif BPI France, Banque publique d'investissement, capital transmission, contrat export ou croissance, ce sont des financements sur 7 à 10 ans très intéressants. Mais pour les obtenir, il faut déjà avoir obtenu de la dette ou du capital. Donc, ça, BPI France viendra toujours en complément des investisseurs privés. La dette bancaire, avec des taux d'intérêt qui sont aujourd'hui entre 2 et 4%. Le crédit vendeur, le complément de prix, quand on va vendre sa société, des avances remboursables, ou encore des subventions comme Crédit Impôt Recherche, Jeune Entreprise Innovante ou PMUP. Voilà, je vais également vous envoyer des slides avec un certain nombre de fonds d'investissement français et de banques françaises qui sont que vous connaissez, mais qui investissent plutôt en capital développement ou en capital LBO, transmission. Et donc, ils investissent des tickets importants entre 5 et 100 millions d'euros, mais dans des sociétés qui ont déjà beaucoup d'argent. Ici, je suis en train de vous montrer également des fonds de grosses, donc qui investissent dans des sociétés de croissance, qui font au moins 50-100% de croissance, mais qui font déjà 5, 10 millions, 50 millions de chiffre d'affaires. Donc, ils n'investissent pas dans des petites sociétés de croissance. Il y a aussi des fonds thématiques. Ici, ce sont par exemple des fonds impact qui vont avoir un impact sur l'environnement ou sur le sociétal, les économies d'énergie, mais ils investissent des petits tickets. Donc, si vous avez des sociétés qui vont faire des économies d'énergie, qui vont révolutionner l'écologie, vous pouvez faire appel à ces fonds. Ou d'autres fonds d'investissement européens. Ici, des fonds du Benelux, UK, Eastern Europe, Allemagne et Europe du Sud. Ici, les avantages de l'OBO, c'est-à-dire pourquoi un dirigeant va faire un OBO. Ici, un exemple de LBO avec à droite les différents types de dettes, à gauche les différents types de capital. Et on voit que le top management, ici dans cet exemple, a pris 70% du capital et le fonds d'investissement 30%. Est-ce qu'il y a